Vous êtes en direct sur la www.radiolissolo.com. Tu es un leader. Je suis un leader. Je suis un leader dans ce que je fais. Analyser sans passion, sans parti pris ni émotion. Je suis l'avenir. Car l'émotion, le parti pris et la passion sont les ennemis du débat. Je suis un leader. Seule une analyse avec raison nous propulsera vers l'avenir. Nous sommes de cette génération des leaders. Une émission de la www.radiolissolo.com. Présentée par Soleil Pouloulou. La colonisation et le néocolonialisme, est-ce le même combat? En définissant un peu la colonisation de manière générale, j'ai pris une définition dans le dico et puis j'en ai rajouté quelques-uns de mes impressions par rapport à la compréhension que j'ai de ce mot-là, colonisation, à savoir déjà que c'est un mot qui est en français, mais qui est en fait en soi un processus d'expansion territoriale des X populations ou X pouvoirs qui s'est traduit en fait dans l'invasion ou l'occupation ou l'exploitation de cette zone-là qui viennent occuper. Et je dirais même la mise sous tutelle et la domination. Ça peut être d'une société, ça peut être de tout un pays, d'un continent, mais avoir l'historique même de la colonisation, je pense que la colonisation n'a pas seulement débuté en Afrique, ou la colonisation n'a pas seulement été pratiquée en Afrique, qui est notre mère patrie, comme vous le dites. Alors, la colonisation a été aussi constatée dans les Indes. Hein. Je ne vais pas faire une leçon d'histoire, mais je pense que tout un chacun de nous, en faisant des recherches, on peut facilement tomber sur toutes ces connaissances, tous ces renseignements concernant l'historique de la colonisation. Mais aux États-Unis actuels, les Amériques aussi ont subi ces sorts-là, et ces pays merveilleux qui beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous envient par rapport à leur puissance entre guillemets militaire et économique, etc. Il y a eu justement les peuples autochtones qu'on appelle les Indiens qui étaient là, qui ont subi tout ce qu'on connaît, et ils ont été colonisés, et les Américains, ceux qui sont venus de l'Europe, ont pris la place et ont proliféré comme nous la connaissons aujourd'hui. Et l'Amérique du Sud n'a pas été du reste, elle aussi, elle a connu aussi cette même barbarie, cet même envahissement où ils ont totalement été mis sous tutelle, et bien évidemment en Australie, on l'a aussi connu en Asie, je dirais le monde entier, partout, on a connu cette situation des colonisations où il y a eu un peuple qui est parti d'un point X pour aller envahir, dominer sur les autres. Mais au départ, la colonisation avait eu, je pense que cette connotation un peu économique, avait eu des fins économiques. C'est-à-dire qu'on partait pour aller rechercher des ingrédients, des biens, des langues, des trucs comme ça que les souverains de l'époque qui étaient espagnols, portugais, tout ça, demandaient, et il y avait des explorateurs qui sont partis, et c'est comme cela que la colonisation a commencé. Mais c'était d'abord sur le point de vue économique. Mais cette colonisation-là, qui, en ces temps-là, en fait, a pris possession de toute la population des pays qui ont été visités. Je dirais aujourd'hui, malheureusement, dans les pays qui ont subi la colonisation, notamment l'Afrique, on remarquera que l'Afrique aujourd'hui s'est définie par rapport à la colonisation. Si vous regardez tout ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique, c'est toujours par rapport à la colonisation. Parce que cette colonisation-là, elle a été culturelle, elle a été premièrement économique, culturelle, religieuse, politique, territoriale. Économique, c'est parce qu'aujourd'hui, notre économie est basée sur les besoins de ces colons, de ces occidentaux qui sont venus en masse nous envahir. Et aujourd'hui, si nous devons parler de l'économie, notre économie repose essentiellement sur le besoin de cela. Et c'est cela que nous, aujourd'hui, nous appelons l'économie. Voilà pourquoi je dis que nous nous définissons par rapport à la colonisation. Au niveau de la politique, lorsque nous faisons la politique, c'est toujours un copier-coller de ce qui se passe en Occident,
et c'est toujours un héritage de la colonisation. Nous allons porter costume, cravate, les manières de parler, la manière de faire les choses, c'est toujours par rapport à la colonisation. Au niveau éducation, lorsque nous regardons de l'éducation dans l'Afrique d'une manière générale, la manière de faire notre éducation, c'est toujours calqué à la manière coloniale. C'est par rapport à la colonisation que nous aujourd'hui, que nos enfants aujourd'hui vont aller suivre un cursus scolaire tel ou tel, mais tout cela est toujours sorti directement ou hérité de la colonisation. Aussi de manière culturelle, même si aujourd'hui nous avons encore des débris culturels qui nous restent, heureusement, mais la culture d'une manière générale, lorsqu'on regarde, on se retrouve encore et toujours dans la même configuration où notre culture est devenue en fait une culture qui s'est définie par rapport à la colonisation. On va faire telle cérémonie, on va faire le 30 juin, ça sera une fête parce que nous avons été colonisés, et il n'y a pas d'autre fête qui tourne en dehors du fait que nous n'avons pas été colonisés. Je ne sais pas s'il y en a une fête, par exemple au Congo ou en Afrique quelque part, où il y a une cérémonie ou un jour férié qui est dédié à un événement passé bien avant la colonisation. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, même dans l'organisation de notre environnement, de nos quartiers, de nos villes, sont construits par rapport toujours à l'héritage de la colonisation. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains se définissent toujours par rapport à cela, et lorsqu'on construit un bâtiment, lorsqu'on construit une route, lorsqu'on construit ceci, toujours par rapport à la manière héritée de la colonisation, on se dit que tiens, nous sommes un pays en pleine expansion, en plein développement, parce que nous sommes des bons élèves de la colonisation. Et il y a un autre point, c'est que la colonisation d'autrefois avait eu comme des acteurs, des explorateurs, et tous ces militaires, ces prêtres venus de l'Occident qui sont venus avec toutes leurs méthodes. Je pense que dans les émissions passées, pour ceux qui suivent la radio du Soleil, on a pu le voir en écoutant les discours qui est imputé au roi Léopold II de Belgique. Ce discours-là, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui particulièrement revenir sur ça, mais pour ceux qui l'ont déjà écouté, pour ceux qui l'ont suivi, on connaît un peu la teneur des paroles qui ont été tenues dans ces discours-là, qui étaient vraiment purement de la colonisation, et nous effacer carrément, nous ôter même cette capacité de réfléchir par nous-mêmes, mais notre pensée, notre manière de voir les choses, notre langue, notre expression a été complètement supplantée, substituée par la manière de voir de la colonisation. Et aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte fiers de dire que voilà, nous avons été colonisés, nous avons été soumis à des Belges, à des Français, et dans cela, on peut en parler, c'est quoi que ça va un peu partout dans le monde entier, hein. C'est pas seulement le Congo, je pense que j'ai eu à le dire, c'est pas seulement l'Afrique qui a subi cela. Et les acteurs de cette colonisation première étaient les Occidentaux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du néocolonialisme, il fut un moment, effectivement, vers les années 60, les pères de l'indépendance se sont levés pour que la colonisation puisse cesser, pour que nous puissions retrouver un peu notre âme d'autrefois. Et nous savons le sort qui leur a été réservé. Ils sont tous quasiment morts. Ils sont tous quasiment morts parce que les aspirations qu'ils apportaient pour le peuple n'étaient pas le goût de certains, c'est cette puissance-là coloniale qui voulait absolument assujettir les continents africains, aussi bien d'autres continents du monde. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous de cette génération, aujourd'hui, dans cette forme de néocolonisation, c'est-à-dire la colonisation qui continue. Mais qui sont ces acteurs? On se rend compte que les acteurs aujourd'hui de la colonisation sont bien évidemment toujours ces mêmes forces, mais qui sur le terrain s'est traduit par ceux qui ressemblent, ceux qui sont comme nous, qui font le boulot de ces colons. Et en menant ces combats, est-ce que il y a de fortes chances que nous aussi de cette génération puissions subir le même sort, c'est-à-dire la mort qui a été promise, qui a été le sort qui a été réservé à tous ceux qui se sont battus pour sortir notre pays, l'Afrique ou d'autres continents du monde de la colonisation, c'est-à-dire la mort. Merci beaucoup. Je m'inscris schématiquement dans une définition que vous avez étalée pour expliquer graduellement c'est que notre compréhension de tout ça et comment nous nous y prenons pour barrer la route à toutes ces manœuvres.
l'expansion territoriale, comme vous l'avez dit, rentre dans le premier cadre de la définition de la colonisation. Parce que ce sont des nations qui sont parties de loin, et ils étaient loin. Ils ont voulu étendre leur territoire. Cette vocation d'abord qui les a habités, ou cette volonté de pouvoir étendre leur territoire en utilisant tous les moyens dont ils ont jugé nécessaires, a abouti, après, avec des techniques politiques et économiques, à ce qu'est devenue la colonisation. Elle est devenue la colonisation parce que ce sont d'autres nations qui sont venues sur d'autres territoires, d'autres peuples, si j'ose dire même d'autres royaumes ou d'autres entités politiques et économiques, et ils ont pu supplanter tout ce qu'il y avait sur place. Ça rentre dans le deuxième acheminement de quelques mots que vous aviez énumérés, où ça s'est traduit à l'exploitation, à la mise sous tutelle. C'est la raison pour laquelle, quand je disais, même quand on parle de la mère patrie Afrique, c'était déjà une volonté pour nous de rompre le cordon ombilical de ce qu'a été notre attachement à la Belgique ou à toutes ces nations. Donc je disais que ça donnait l'exploitation, ça donnait la mise sous tutelle, ça donnait quasiment, si j'ose dire, la domination. Une domination à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Une domination politique, une domination économique, une domination militaire, une domination financière, une domination culturelle. Ceci étant, l'UDC est une arme anticoloniale. Et il s'est fait que dans notre lutte contre la colonisation, nous avions trouvé comme source fondamentale de notre inspiration les nationalismes africains. Parce que le nationalisme africain s'avère devant nos yeux comme étant la seule intelligence capable de pouvoir nous retirer de ce qu'est déjà la domination économique. Quand vous regardez le système économique aujourd'hui en Afrique, restons sur un point, je prends juste un point. Je pense que ce point va répondre même à la question qui nous a été posée ce soir, la colonisation et le colonialisme, même combat. Je vous dirais oui. D'emblée, parce que quand on entre dans le point que je vais énumérer là, c'est lui le terme de l'échange. Le terme de l'échange qui fait que entre les nations dites les anciennes puissances coloniales d'autrefois, dit les nations développées, et les pays colonisés d'autrefois, dit les pays de tiers-monde ou les pays sous-développés, il y a le terme de l'échange qui nous unit. Ce terme de l'échange fait que le pays dit le pays sous-développé, produisent les matières premières, et le pays dit, le pays du Nord, fixe le prix de ces matières premières. Première des choses. Deuxième des choses, lorsque ces matières premières sont transformées en produits finis, c'est eux encore qui déterminent le prix du produit fini. Plus grave encore, certains produits, les pays pays du Sud ou les pays sous-développés ou sous-équipés ne peuvent pas prétendre de négocier ces produits-là. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a le diamant qui sort du Congo, arrivé sur l'espace, le marché international à Bruxelles ou à Anvers ou à Londres, il n'y a que certaines firmes israéliennes ou belgo-israéliennes ou britanniques et israéliennes ou américano-israéliennes qui peuvent négocier le diamant du Congo. Le gouvernement congolais doit passer ces diamants à tous ces négociants qui, eux, vont négocier au niveau du marché international. Il se fait que, sur le plan politique, lorsque les pays africains veulent prendre des orientations politiques qui s'écartent d'une dynamique ou d'une logique comprise simplement, je ne parle même pas encore des intérêts, qui s'écartent d'une logique comprise par les anciennes puissances coloniales, ces pays sont combattus. Je vous donne un exemple. Le président Paul Biya, au moment où nous parlons, il a voulu sortir le Cameroun d'une domination militaire, de faire ce qui obligeait le Cameroun d'être une station, je dirais, spatiale de la France. C'est-à-dire que les aéroports, l'espace aérien du Cameroun était continuellement violé ou occupé par les armées françaises. Quand la France voulait faire X ou Y opération, ça se passait ainsi. Le président Paul Biya a décidé depuis un moment de sortir de cette logique. Deuxième logique, il a pris la liberté de signer certains contrats
bien que je ne suis pas parmi ceux qui privilégient encore ou qui font l'apologie ou qui encouragent les relations sino-africaines, mais il se fait que le président Paul Biya a pris l'initiative, lui, de sortir le Cameroun de ces contrats léoniens qui les liaient autrefois avec les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales, qui d'ailleurs dans la plupart des cas, ce sont des contrats juteux pour ces firmes. Vous prenez le cas de contrat d'Areva en Afrique du Sud et au Nigeria, ce sont des contrats quasiment coloniaux. Et du moment où votre logique n'est pas comprise, comme je disais, c'est un problème. C'est-à-dire, rien que sur ces deux exemples-là, l'on voit que les raisons qui ont poussé Patrice Lumumba de rentrer en combat, les raisons qui ont poussé Kwame Nkrumah de rentrer en combat, les raisons qui ont poussé le président Sékou Touré de dire non à De Gaulle, ce sont les mêmes raisons aujourd'hui qui poussent l'UDC à pouvoir brandir cette arme anticoloniale et anti-néocoloniale. Parce que le néocolonialisme en soi est une façon très subtile que le colonisateur a choisi pour revenir chez nous. Quelle est la simple différence? La simple différence est une différence, je dirais, juridique. D'abord, parce que autrefois, le Congo était naturellement et juridiquement considéré comme une colonie belge. Aujourd'hui, le Congo semble être un pays indépendant et souverain. Donc, il s'est fait que pour que la Belgique continue la machine coloniale, la Belgique a choisi le néocolonialisme. C'est-à-dire quoi? En dispensant le même contrat, le même priorité, le même programme, la même façon de faire, la même doctrine, ou si j'ose dire, le même contenu de l'enseignement, mais chapeauté par un fils du pays. Ce qui nous oblige de parler du néocolonialisme, c'est-à-dire un représentant du pays qui devient, lui, conducteur de la politique coloniale de la Belgique ou de la politique coloniale de la France. Regardons le microscope de la Côte d'Ivoire. Nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous l'obédience politique du président Feu Boigny, que son âme repose en paix, la Côte d'Ivoire était considérée comme un protectorat de la France. Les ministres ivoiriens, dans chaque ministère ivoirien, il y avait des technocrates et des, si j'ose dire, de techniciens venus de la France qui étaient de Français, mais qui devaient prendre part aux réunions du gouvernement, qui étaient même, qui avaient des postes X ou Y au sein du gouvernement. Et les contrats qui reliaient ou qui unissaient les relations, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire sous Feu Boigny et la France, c'était des contrats en fait qui étaient la continuité de contrats ou de la manière de faire. Comment est-ce que la France prenait la richesse en Côte d'Ivoire au moment où il y avait encore un commissaire général, si j'ose dire, nommé par la France, qui dirigeait la colonie de la Côte d'Ivoire. Il s'est fait qu'au lendemain de l'indépendance, sous Feu Boigny, le même contrat léonien, le même contrat juté ont perduré. Et la relation était quasiment, si j'ose dire, de la colonisation au néocolonialisme. Il arrive un moment, la Côte d'Ivoire a eu la bénédiction de connaître un homme, à savoir le camarade président Laurent Gbagbo. Il a voulu mettre fin à ce type de contrat. D'abord, en quoi? Le fait que ce soit la France qui décide qui seront les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Première des choses. Deuxième des choses, le fait que ce soit la France qui fasse le choix des priorités économiques de la Côte d'Ivoire. Troisième des choses, le fait que ce soit la France qui nourrisse, qui soutient et qui détient même la monnaie utilisée par la Côte d'Ivoire. Je parle là du franc CFA qui est une monnaie coloniale, une entreprise machiavélique et d'escroquerie financière bien entretenue par la France et leurs amis américains. Il se fait que lorsque Laurent Gbagbo s'inscrit dans la contradiction de ces choses, les conséquences. La première conséquence visible, un président ivoirien, lorsqu'il vient dans la présidence de la République ivoirienne, c'est une maison sous location où le président de la République doit payer chaque mois à la France.
il s'est fait que quand on était sous la colonisation, il en était pareil, parce qu'il y avait des taxes qui étaient prélevées, parce que les Français ont construit cette résidence. Au lendemain de l'indépendance, le président Houphouët-Boigny a maintenu ses contrats. Et lorsque Laurent Gbagbo arrive avec les conséquences que je vous disais, ça a failli basculer. Tout a failli basculer et changer. La volonté suprême de la France, vous l'avez vu, la France ne s'est pas cachée. Un président français a pris le courage, a eu le courage de dire à la face du monde que Laurent Gbagbo doit quitter le pouvoir. Et la France est entrée en guerre face à la Côte d'Ivoire. C'était une agression. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La France a installé Dramane Alassane Ouattara, en sachant déjà que Dramane Alassane Ouattara est un produit pur de toutes ces nations-là. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait Houphouët-Boigny et on le remettait au pouvoir. Donc, pour maintenir le même contrat qui était autrefois. Donc là, on parle du néocolonialisme. Parce que Laurent Gbagbo, qui a voulu donner un sens à l'indépendance politique et véritable, un sens au mot souveraineté, on l'a empêché de travailler et on nous remet Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara va respecter scrupuleusement les exigences du FMI et de la Banque mondiale. Il va respecter scrupuleusement les types de contrats léoniens dont bénéficient les entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara va respecter scrupuleusement la demande des universités françaises qui se trouvent au Maroc pour envoyer de jeunes Africains qui vont être lobotomisés et aliénés et qui seront les défenseurs d'un régime politique, économique mis en place par la France. Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Lorsque le président Pascal Lissouba arrive au pouvoir, je vous rappelle qu'avant Lissouba, c'était le général d'armée Denis Sassou Nguesso, un pur produit encore de la colonisation, un pur produit de toutes ces nations des anciennes puissances coloniales. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, les contrats qui unissaient la France, les contrats pétroliers, je précise, qui unissaient la France au Congo-Brazzaville, faisaient que le Congo-Brazzaville bénéficiait d'au moins 13 à 12% de revenus pétroliers qui étaient sa richesse à elle. Et il s'est fait que lorsque le président Lissouba arrive au pouvoir, le président Lissouba renégocie le contrat pétrolier. Il se fait que, avec la marge de manœuvre qu'il a gagnée, avec les impôts que devaient payer les entreprises françaises au Congo-Brazzaville, le président Lissouba a ramené cela à quasiment 73%. Ce qui a entraîné le déplacement de Jacques Chirac, qui a quitté la France en ce moment parce qu'il avait envoyé l'un de ses directeurs, je pense à l'époque d'aller négocier le contrat. Et le président Lissouba a réussi ses coups de force. Et il se fait que Jacques Chirac a voulu renégocier ses contrats. Ça a entraîné son déplacement à Brazzaville vers les années 96-95, où il disait même que la démocratie a entraîné le soutien de la communauté internationale. Sachant que Lissouba est le pur produit de la démocratie parce qu'il est venu au pouvoir avec des élections libres au Congo-Brazzaville. Que fait la France? La France refuse catégoriquement ces schémas. Lorsque Pascal Lissouba refuse de renégocier les contrats, la France rentre en guerre. La France rentre en guerre et oblige au peuple africain et au peuple du Congo-Brazzaville de réaccepter encore de nouveau le général d'armée Denis Sassou Nguesso, qui revient au pouvoir en revenant sur les anciennes bases sur lesquelles qui régissaient le Congo-Brazzaville, à la France, sur le plan pétrolier. Vous voyez, ces deux exemples démontrent comment est-ce que la colonisation et le néocolonialisme sont deux virus qu'il faut énergétiquement combattre. Parce que entre les deux, c'est comme si l'on nous demandait, entre le sida et la peste, vous choisissez de vivre avec quoi? C'est-à-dire que ce sont deux méthodologies avec les mêmes conséquences. C'est-à-dire que ce sont les mêmes contrats qui y sont. C'est la même police, parce que la police française est allée former la police de Kinshasa, la police de Joseph Kabila, qui, vous savez, au mois de janvier 2010, avait massacré le peuple congolais. En 2011, avait massacré le peuple congolais. En 2013-14, avait massacré le peuple congolais. Je vous rappelle que cette police a été formée par les experts, la police française et la police allemande. Donc, si responsabilité politique et morale il y a, la France est
l'Allemagne doit en assumer les conséquences. Même à l'époque où Jacques Chirac était président, d'ailleurs nous l'avions tenu informé de ces faits, la police française est allée encore former la police congolaise qui a tué et massacré la jeunesse congolaise qui avait manifesté à l'époque. Donc, il se fait que la même armée qui était en place au moment de la colonisation, c'est la même armée qui est, parce qu'au Congo-Brazzaville, l'aéroport Maya-Maya a été transposé à un moment donné en base militaire française lorsque Denis Sassou Nguesso affrontait le président Pascal Lissouba. En Djibouti, il y a une base, l'une des plus grandes bases françaises en Afrique. Au Gabon, il y a une base militaire permanente. Au Sénégal, il y a près de 4 bases militaires françaises. En Côte d'Ivoire, la 43e BIMA. Au Tchad, prenons encore l'exemple du Tchad avec le président François Tombalbaye. Lorsque le président Tombalbaye arrive au pouvoir, le président Tombalbaye dit à la France, à l'époque, c'était le président Valéry Giscard d'Estaing, vos avions français avaient l'habitude d'atterrir ici sans pour autant payer des taxes à l'État tchadien. Bien évidemment parce que la Tchad était une colonie de la France. Au lendemain de l'indépendance, après une politique aussi prise en charge par le président Tombalbaye, le président Tombalbaye a voulu qu'à chaque fois que le DC-10 français, à chaque fois que les avions militaires, que les avions civils français vont fouler le sol tchadien, il faudrait qu'ils payent à l'État tchadien pour permettre à l'État tchadien de pouvoir prendre en charge c'est que la politique d'entretien de ces installations aéroportuaires, mais aussi de pouvoir payer ses fonctionnaires et de pouvoir créer une source de revenus pour sa nation. C'est ce jeune État vigoureux qui venait de naître. Vous savez que le président Tombalbaye a fini dans les cimetières de la lutte et de la dignité, c'est-à-dire que là où sont partis tous les fils et filles dignes de notre mère patrie l'Afrique. Ça démontre que la colonisation et le néocolonialisme sont, comme je disais, deux virus qu'il faut combattre de manière énergétique. C'est le même combat que nous livrons, c'est le même combat qui continue, c'est le combat qu'ont livré nos pères. Parce que lorsque nos pères sont entrés dans l'indépendance, dans la lutte pour l'indépendance, il faut souvent faire la distinction et la différence fondamentale entre nos pères. Mes pensées vont à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, au président Kasavubu, à Patrice Lumumba, à Samora Machel, à tous ceux-là dont les noms ne nous sont pas parvenus à cet instant, tous nos pères des indépendances, à Sylvanus Olympio, il faudrait faire la différence entre ceux-là et ceux qui sont venus après, lorsque le néocolonialisme a pris naissance. C'est-à-dire que lorsqu'on porte un coup d'État à Kasavubu, on nous amène Mobutu au pouvoir. Lorsqu'on porte un coup d'État à Sylvanus Olympio, on nous amène Nassimbe et Yadema. C'est-à-dire ceux-là qui sont arrivés après ont complètement brisé les fondements de la ligne entreprise par nos pères des indépendances. Parce que leur volonté véritable était de donner à l'Afrique le vrai sens de la souveraineté et de l'indépendance politique, économique véritable. C'est la lutte qu'ils ont menée. Ils ont voulu que l'avenir de l'Afrique soit réfléchi par nous, comme le disait le président Sankara, que nous soyons nous-mêmes le maître dans le laboratoire pour élaborer les politiques africaines et les solutions à proposer à nos problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et non des solutions prédisposées et des solutions toutes faites venues des laboratoires, si j'ose dire, politiques, économiques, culturelles et scientifiques occidentales et qui ne marchent pas en Afrique. Ça fait aujourd'hui 60 ans que nous sommes entrés dans cette ligne de politique. Ça ne marche pas, la belle envolée que nous avions prise. Et c'est là où les gens ont souvent tendance à fausser leurs analyses politiques. Nous prenons le cas de l'Haïti. Les gens ont souvent l'habitude de nous dire que l'Haïti, vous voyez maintenant, regardez comment ils vivent. Les gens font totalement abstraction à ce qu'a été l'occupation des États-Unis d'Amérique en Haïti. Je vous rappelle d'abord que lorsque nous avions pris l'Haïti, personne ne conteste que l'Haïti était considérée comme la paire des Antilles. La santé économique, culturelle et politique de l'Haïti était enviée par tous les pays de l'Amérique latine. Le président Hugo Chavez ne s'est pas démenti sur ces points. Le président Fidel Castro ne s'est pas démenti sur ces points. Le président Evo Morales ne s'est pas démenti sur ces points. Tous ces présidents sont d'accord que l'Haïti a influencé la lutte de libération dans toute l'Amérique latine. L'Haïti a même fourni des éléments
pour combattre pour l'indépendance de ce que devenus aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et les gens oublient qu'entre 1915 et 1935, quasiment 20 ans, sous la présidence de Charlemagne Pérat en Haïti, l'Haïti a été occupée et envahie par les forces américaines, les Marines et les Jihadis américains, qui ont systématiquement détruit toute initiative politique, économique et culturelle, en détruisant tous les objets d'art, des valeurs uniques que possédait l'Haïti, qui sont des tambours, des instruments phénoménaux venus de l'Afrique datant de nos aïeux. Ces pays qui étaient encore le réservoir, la bibliothèque de ce qu'a été notre Afrique perdue de 1400 et de 1300. Vous retrouvez toutes ces choses-là en Haïti autrefois. Et sous l'occupation des États-Unis d'Amérique, nous avons connu une destruction systématique de l'Haïti. Et c'est ce qui a appauvri et ralenti la marche de l'Haïti vers le dynamisme économique et vers la prospérité à longue durée. Et les gens, lorsqu'ils font l'analyse sur ces pays, ils oublient quasiment en effaçant par le revers de la main ce qu'a été l'occupation américaine en Haïti, qui a participé à la destruction systématique de ces nations, de cette nation africaine. Et sur ce, aujourd'hui même les cas de l'Haïti, vous verrez que les États-Unis d'Amérique ont fait pression pour chasser du pouvoir le président Jean-Bertrand Aristide, qu'ils sont allés chercher plusieurs fois avec les djihadistes américains. Dieu merci qu'ils ne l'ont jamais saisi, qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique veulent contrôler les monts Saint-Nicolas, qui stratégiquement seraient mieux pour les États-Unis. Donc ce sont les Américains qui ont le droit de les contrôler. Un espace territorial appartenant à un pays souverain, qu'est l'Haïti, qui d'ailleurs dans la réalité des faits devait être parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, étant donné que l'Haïti avait vaincu l'une des forces de la coalition, à savoir la France. Mais ce qui n'est pas le cas. Ils ont soutenu aujourd'hui la plupart des hommes d'État qui, si j'ose dire, qui ont ces étiquettes-là, qui parlent du développement, qui parlent de l'avancée politique et économique, qu'ils ont soutenu et mis au pouvoir. Et étant donné que ces gens-là pratiquent la politique recommandée par le FMI, par la Banque mondiale, le besoin économique de la consommation occidentale répondent à toutes ces exigences, c'est la colonisation qui perdure dans le sens du néocolonialisme, parce que ce sont les fils du pays qui y sont. Donc la même énergie et la même détermination qu'ont livré, qu'ont démontré nos pères des indépendances, c'est la même détermination que nous devons démontrer tous. Quant à votre question qui consiste à savoir si nous ne craignons pas de subir le même sort que nos prédécesseurs, si la peur devait être un vocabulaire que nous devions prononcer, aujourd'hui je pense que Laurent Gbagbo n'allait pas permettre à l'Afrique de faire ces pas géants que nous avions fait. S'il fallait se référer à la peur, Thomas Sankara, qui était au courant de l'assassinat de Patrice Lumumba, je pense que c'est que le président Thomas Sankara a réalisé pendant 4 ans, alors que la France, pendant 4 ou 5 siècles, n'a été capable de réaliser aucune de ces réalisations, on n'aurait pas pu avancer. S'il faudrait avoir dans nos têtes la peur, le président Sékou Touré était bien au courant de la lutte menée par Samori Touré et menée par tous ces vaillants qui, au moment où la pénétration portugaise, la pénétration espagnole a commencé, ont résisté farouchement comme des dignes et valeureux guerriers. C'est-à-dire que la peur est un vocabulaire pour nous qui n'existe pas dans notre dictionnaire. Et comme nous l'avions dit, marcher sur la braise s'il le faut, nous le ferons. Payer les prix qu'il faudra, nous le ferons. Car la libération de notre chère et mère patrie, l'Afrique, ne se négocie en rien du tout. Car la libération de notre peuple ne se négocie en rien du tout. Nous ne sommes pas une génération, nous, qui est censée avoir les recettes venues des laboratoires occidentaux. Ça ne se fera jamais. Parce que nous avions jusque-là, même dans notre petite structure UDC, nous avions travaillé sur toutes les questions africaines, sur tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à répondre à toutes les exigences et à tous les besoins de notre peuple, une fois que les moyens nous seront donnés de prendre la direction effective de notre mère patrie d'Afrique. Nous avions réfléchi sur toutes les questions et dans tout le domaine. Et les fils et filles de l'Afrique qui ont participé à ce travail, je puis vous assurer qu'ils ont été d'une excellence incomparable. Et nous ne sommes pas une génération qui acceptera que Nicolas Sarkozy vienne nous dicter la ligne politique à suivre, ou que François Hollande vienne nous dire qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique, qu'est-ce qui est mauvais, ou que Barack Obama fasse des prévisions économiques que l'Afrique doit mettre en pratique pour sortir de la pauvreté.
ou qu'il nous dise encore, qu'il nous donne de la boussole, si malheureusement il a eu une expérience homosexuelle, il ne peut pas se permettre le luxe d'aller dire aux Africains de s'inscrire sur ces schémas parce que notre mère patrie, l'Afrique, a une boussole de ses valeurs. Et au nom de ces valeurs intransigeantes, il y a des comportements déséquilibrés des Européens que nous allons combattre jusqu'au prix suprême de nos vies. Et notre génération est une génération qui est en train de travailler pour rompre définitivement le cordon ombilical qui nous unit, qui nous reliait autrefois à ces nations. Le président, la plupart de nos pères des indépendances, lorsqu'ils ont arraché ces pays, ils ont commencé avec ce que nous avions parlé de l'économie nominale en débaptisant ces noms pour rattacher ces nations à l'Afrique profonde. Quand on donne le nom Ghana, quand on donne le nom Congo, quand on donne le nom Burkina Faso, quand on donne le nom Zambie, quand on donne le nom Zimbabwe, c'était une reconnexion véritable et une continuité de ce qu'a été la mère patrie africaine d'autrefois. Il suffit à cette génération de connaître la valeur astronautique de ces noms, c'est-à-dire quelle est la trajectoire à suivre pour que le Congo soit réel, ce qu'elle devait être, pour que le Mali soit réel de ce qu'elle devait être. C'est ça le fondamental de notre génération. C'est de rompre définitivement avec toute politique de domination. L'UDC parle du nationalisme africain parce que le nationalisme africain est défini comme une idéologie politique qui s'écarte totalement de toute idée de domination et qui s'oppose à toute domination d'où qu'elle vient. Raison pour laquelle vous avez vu quand vous parlez de l'ambassade du Maroc, nous ne pouvons permettre à notre génération, alors que nous savons que John Garang est tombé pour la dignité de notre peuple, nous ne pouvons nous permettre de laisser notre peuple perdre son espace territorial et être systématiquement exterminé au Soudan au nom d'une prétendue domination arabo-berbère. Comme nous n'accepterons jamais de notre génération de voir la Mauritanie sombrer dans une domination arabo-berbère. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés donner une mise en garde claire et nette à tous ceux qui, au nom de quelque idéologie que ce soit, qui seront aptes ou promptes à mener une politique de domination dans l'ensemble de notre mère patrie l'Afrique. Et nous nous y opposerons. Non seulement nous sommes en train de nous y opposer, mais nous travaillons conséquemment pour sortir notre mère patrie l'Afrique de tous ces schémas politiques et économiques qui aujourd'hui perpétuent la colonisation et le néocolonialisme ainsi que la domination. D'ailleurs, vous n'êtes sans ignorer que le 8 mai, nous étions dans les rues de Paris parce que nous considérons que la maison coloniale et impériale, comme je l'ai dit à l'introduction, repose sur ces deux piliers. Nous sommes allés le 8 mai dans les rues de Paris, ici chez eux, que cela n'en déplaise à ceux qui nous disent d'aller d'abord là-bas. Nous avions commencé ici chez eux parce que l'ordre d'aller occuper avec cette armée émane d'ici. Nous avions appelé notre peuple à une manifestation qui appelait au départ de l'armée française de notre chère et mère patrie l'Afrique et la fermeture de toutes ces bases militaires. Ce qui a déclenché pas mal de prise de conscience dans notre mère patrie l'Afrique, qui d'ailleurs, je vous l'annonce, que le 8 mai 2016, nous referons la marche pour le départ de l'armée française, cette fois-ci avec la plupart et beaucoup de capitales africaines. Nous avions posé un pas et nous allons continuer jusqu'à ce que nous verrons l'armée française quitter notre chère et mère patrie l'Afrique parce que c'est un outil de colonisation et de domination. C'est dans ce même état d'esprit que nous nous inscrivons dans la manifestation du 31 octobre contre le franc CFA. Parce que le franc CFA est à la fois une monnaie coloniale et néocoloniale. Coloniale parce que c'est une... Justement, j'allais me demander pourquoi s'attaquer au franc CFA. Ce n'est pas une bénédiction pour l'Afrique que la France fournisse une économie monétaire. La plupart de nos camarades ont été déjà en mesure d'expliquer les théories très techniques en ce qui concerne le franc CFA. De par le nom déjà, le dollar américain, cette monnaie s'appelle le dollar. Le dollar a une histoire qui lie les États-Unis d'Amérique à cette monnaie et une culture que les Américains ont choisie, qui sont leur culture, parce que le profiteur du dollar aux États-Unis sont ceux-là qui ont choisi que le symbole et le nom soient le dollar. L'euro, avec ce symbole, le symbole grec d'epsilon qu'il y a sur l'euro, fait rentrer l'euro dans une histoire. L'euro a des racines historiques, culturelles de l'Europe. Mais mon cher ami, le franc CFA n'a pas des racines historiques et culturelles de l'Afrique. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Le jour où la France signe son adhésion, signe le protocole d'adhésion, je pense en 1939,
dans les deux institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, c'est le jour qui a été choisi pour que le franc CFA soit mis officiellement en circulation. C'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire. Le franc CFA est une monnaie française pour les colonies. C'est-à-dire que la colonisation est en train d'être perpétuée. Et au-delà de ça, c'est le franc CFA aujourd'hui qui fait que le secteur privé et le secteur public en Afrique est notamment fragilisé. Pourquoi? Parce que tous les techniciens, les coopérants africains, les coopérants européens qui viennent en Afrique, font prospérer une idéologie d'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Et l'harmonisation des droits des affaires en Afrique a comme référence, comme outil de référence, le franc CFA. C'est le franc CFA qui régit en fait l'ensemble de cette harmonisation des droits des affaires. Le franc CFA est officiellement utilisé dans 15 pays africains. Mais non, toute la mère patrie subit les conséquences. Prenons l'exemple d'une ville comme Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Si vous regardez, vous observez le nombre de traversées qu'il y a entre Kinshasa et Brazzaville, vous aurez l'idée de comment est-ce que le franc CFA est utilisé à Kinshasa. Et comment est-ce que l'économie congolaise subit d'une manière ou d'une autre le choc de cette monnaie. Étant donné que la monnaie est l'instrument par excellence de la souveraineté d'un État et d'une nation, donc si notre monnaie de référence est les francs CFA, une monnaie coloniale, il s'est fait que, c'est-à-dire notre souveraineté est encore liée à la France, la raison pour laquelle l'Afrique a du mal de parler de la souveraineté. Je vous rappelle que quelques jours avant le départ de Laurent Gbagbo, il ne restait que 7 à 10 jours pour que Laurent Gbagbo annonce officiellement la sortie de la Côte d'Ivoire de la zone CFA. Et je vous rappelle que la Côte d'Ivoire détient quasiment 40% de la masse monétaire du franc CFA. Vous vous imaginez avec 40% de la masse monétaire, c'est qu'aller subir les FMI, la Banque mondiale, les États-Unis et la France et l'Europe, même l'euro en tant que monnaie, la sortie de la Côte d'Ivoire du franc CFA. Il a fallu bombarder successivement sans repos pendant 10 jours Laurent Gbagbo pour mettre fin à ces régimes parce que le monsieur allait sortir avec sa masse monétaire qui détenait des 40% du circuit du franc CFA. Voilà la réalité de fait. Voilà ce qui pose problème. Et une monnaie pareille, comme je disais par rapport à Kinshasa et Brazzaville, c'est qu'il est aussi par rapport à Lomé ou Cotonou et Lagos. Les mêmes transactions qui se passent de gauche à droite dans les frontières, il faut aller sur place pour voir que le franc CFA fait subir le choc à tous ces pays. Donc ce sont deux instruments coloniaux et néocoloniaux qui permettent à la maison coloniale et impériale de pouvoir tenir en Afrique. Parce que vous le savez, qui a l'armée a le pouvoir. Et qui a la monnaie, vous le savez, contrôle le monde. Donc sur ces deux éléments-là, étant donné que c'est eux qui contrôlent les armées qui sont chez nous, à chaque fois qu'ils décident qu'un nombre d'États doit partir, vous en connaissez les conséquences. À chaque fois qu'ils refusent qu'un nombre d'États doit partir, vous voyez qu'ils sont derrière là, depuis que le peuple congolais crie par exemple pour le départ de Joseph Kabila, ça ne bouge pas. Parce qu'il est encore sûr que cette armée et ces armées-là vont travailler. Et pareil pour ce qui est de la finance. Même certaines nations, prenons l'exemple du Zaïre qui a créé la monnaie zaïroise, mais la monnaie zaïroise malheureusement a été affiliée au dollar américain. Si ce n'est pas du côté européen, on va du côté américain. La monnaie zaïroise créée par Mobutu, lorsque Mobutu fait l'opération 3Z, d'ailleurs vous savez que la mesure phare, lorsque Mobutu a basculé le pays vers la zaïrénisation, le premier événement économique que le Congo a connu, c'est le combat de Mohamed Ali et de George Foreman, qui a fait subir au Zaïre toutes ces catastrophes économiques et monétaires que nous connaissons, d'où les milliardaires américains sont venus avec les dollars américains, mais qui étaient des faux dollars, pour gagner le double de ce qu'a été leur investissement et créer tous ces milliards et pourrir l'économie zaïroise, un jeu qu'a joué consciemment Mobutu Sese Seko. Donc dans ces deux cas de figure, vous voyez que la monnaie, cet instrument de souveraineté, et la violation perpétuelle de notre souveraineté avec la présence de ces armées sont des éléments coloniaux, néocoloniaux, donc que nous combattons avec toute la dernière énergie. C'est ce qui fait de l'UDC une armée anticoloniale et anti-néocoloniale.
IDC, une arme anticoloniale et anti-néocoloniale. Alors, vous avez répondu à la question que nous nous sommes posée ce soir. La colonisation et les néocolonisations, même combat, oui. Si c'est le même combat, c'est-à-dire que nous avons le même adversaire, le même ennemi. Même lorsqu'on parle d'un combat, eh bien, je pense qu'il faut aussi identifier l'ennemi. Et pour ce cas, les pères des indépendances ont fait leur travail, ils ont fait leur part. Même si quelque part, on leur demande un peu trop, mais ils ont fait leur part. Alors, si c'est le même combat, qu'est-ce que nous, de cette génération, pourrions copier de ce qu'ont fait les pères de l'indépendance pour arriver au résultat qui était le leur? Qu'est-ce que nous pouvons copier et qu'est-ce que nous devons absolument éviter, nous, de cette génération? Parce que dans cette génération-là même, comme je le disais, nous définissons toujours par rapport à la colonisation. Nos revendications sont des revendications c'est comme si c'est les colons qui nous l'ont donné automatiquement. Parce que nous revendiquons les élections, nous revendiquons toutes ces structures héritées de la colonisation. Que faire aujourd'hui, nous, de cette génération? Qu'est-ce que nous pouvons copier et qu'est-ce que nous pouvons jeter et qu'est-ce que nous pouvons rajouter comme, je ne sais pas, ingrédients pour donner une autre dimension à ces combats, pour voir les gesticulations qui sont en train d'être menées par-ci, par-là, pour modifier les constitutions de manière à rester éternellement au pouvoir. Alors la question vraiment est de savoir qu'est-ce que nous pouvons éviter, qu'est-ce que nous pouvons copier de ces grands hommes qui ont eu le même ennemi que nous aujourd'hui. Monsieur Diabanzi. Je dirais que le fait, le vocabulaire n'est même pas copié. C'est-à-dire que nous devons recevoir le flambeau de nos prédécesseurs pour pérenniser la lutte. Une lutte est une succession de combats et de batailles. Il y a des combats qui sont, ou de batailles qui sont gagnées et de celles qui sont perdues. C'est-à-dire que nous continuons la lutte autrefois menée par nos pères. Il ne faut surtout pas faire la fête. Il ne faut surtout pas faire la fête parce que la lutte n'est pas terminée. L'Afrique doit se priver de la fête. Je vais vous faire un exemple. Il n'y a pas fort longtemps, la Chine n'était pas membre de l'OMC. Et lorsque vous regardez les pays asiatiques vers les années 80-70, la plupart des pays asiatiques, notamment en particulier, je prends la Chine, n'avaient pas l'habitude de participer aux phases finales de la Coupe du Monde. L'Inde n'était pas considérée comme parmi étant de pays émergents. Et ils n'ont pas cherché ces statuts. Vous avez parlé de la colonisation, même jusque là-bas, le Mahatma Gandhi avait démontré que le peuple indien était capable de faire une rupture véritable avec la colonisation et de chasser ce qu'a été l'Angleterre. Et lorsque le Mahatma Gandhi commence à développer une philosophie, le Mahatma, je pense que c'est le nom, où il attachait l'Inde avec son propre cordon ombilical, ses propres cultures. Il s'est d'ailleurs posé la question à un moment donné dans sa vie, entre le christianisme et l'hindouisme, quelle était la religion qui devait lui permettre d'avoir la lumière. Mais il a fini par comprendre que l'hindouisme était le socle fondamental de son identité et de ce qu'a fait sa lumière. D'abord, le Mahatma Gandhi a réussi de faire de ça la lumière propre de sa vie, de sa famille, de sa nation et de l'amener aujourd'hui au niveau du monde. Mais quand je disais qu'il ne faut pas faire la fête, tous les pays africains sont pressés de figurer parmi les nations, si j'ose dire, membres de l'Organisation des Nations Unies. Membres de telles structures, une telle structure née internationale, tous les pays africains veulent en faire partie. Regarde la preuve déjà. L'une des plus dernières idées. On met en place la CPI, selon le statut de Rome. Tous les pays africains, la plupart se sont précipités d'aller signer les statuts de Rome pour être membres de la Cour pénale internationale. Alors que les nations qui ont mis en place cette structure ont des litiges avec l'Afrique. La CPI ne jugera jamais les contentieux de la colonisation, ni de razzias négriers. C'est-à-dire que les Africains devaient d'abord chercher la création d'une justice qui sera capable de prendre en compte les contentieux de la colonisation et des razzias négriers, mais aussi du néocolonialisme. Ces multiples assassinats et agressions vis-à-vis de nos États. Vous savez que l'assassinat de Patrice Lumumba est une agression véritable à la dignité de notre peuple et à la souveraineté de nos États. Rien que pour ça, le Congo en tant que pays devait définitivement rompre des relations avec la Belgique. Parce que c'est une manque de considération et de respect. Du fait que vous volez la vie à celui qui a été l'émanation de notre volonté, votée
élu par le peuple du Congo. Rien que pour ça. Mais par complaisance. Ce qu'il faut éviter, c'est la complaisance. La complaisance des Africains. La complaisance qui consiste, je dois être invité à Paris, je dois être invité à Bruxelles, je dois participer à tel sommet, je dois être reçu à l'Élysée. Cette complaisance-là, nous n'avions pas besoin de ça. Cette complaisance d'aller pouvoir aller lobotomiser sa tête dans des universités qui ne donnent aucune recette capable aujourd'hui de structurer notre mère patrie, l'Afrique. Quand vous y allez, il faut avoir la rigueur absolue. La rigueur de pouvoir comprendre et de ne pas pouvoir perdre de vue c'est qu'est la réalité véritable de notre chère et mère patrie, l'Afrique, et proposer de contre-solutions. Arrêtez de courir derrière ces mythes. La démocratie, c'est un mythe. L'émergence est un mythe. Le développement est un mythe. Qui fixe le critère de développement? On vous dit que pour être développé, il faut respecter le planning familial. Quand on vous parle de respect du planning familial, on vous demande de pouvoir donner dans vos ménages ce qu'ils appellent des contraceptifs. Donc, éviter de naissance. La Chine a 3 milliards d'habitants. L'Afrique, dans son ensemble, fait 700, 800, 900 millions d'habitants. Avec tout ce nombre de milliers de personnes que nous avons perdues depuis les razzias négriers, la colonisation et la multitude de ces maladies et de ces virus qui sont en train de nous dispenser, vous pensez réellement que nous devons appliquer une politique qui consiste à réduire les naissances dans notre chère et mère patrie, l'Afrique? Parce que c'est quoi? C'est les territoires qui nous manquent. Parce que c'est quoi? C'est la nourriture qui nous manque. Cette façon d'ailleurs même de faire croire aux Africains qu'ils meurent de faim. Et les Africains l'acceptent. Ce sont des réalités qu'il faut pouvoir remettre en soi et écarter toute forme de complaisance. Décoloniser ces mentalités-là. Être soi, être véritablement soi. Parce que l'Afrique est capable de s'en sortir. Et notre génération, comme je le disais, notre génération n'est pas une génération complexée par rapport aux diplômes universitaires. Nous le savons aujourd'hui, nous l'avions constaté. Il n'y a pas besoin de savoir lire ou écrire pour diriger un État. Si vous savez lire et écrire, c'est bien. C'est une bonne chose pour nous. Mais la seule façon pour diriger un peuple, il faut interpréter le peuple. Et pour interpréter le peuple, il faut être parmi le peuple. Il faut vibrer avec le peuple. Il faut comprendre le langage du peuple. Et c'est ce qu'a été tout le grand. C'est ce qu'a été Ernesto Che Guevara. C'est ce qu'a été Patrice Lumumba. C'est ce qu'a été Sékou Touré. Nous allons vibrer avec notre peuple. Nous allons porter au monde les aspirations profondes de notre peuple. Parce que notre combat est totalement en adéquation avec ce qui se passe dans la mère patrie. Tout ce que nous posons ici comme action, tout ce que nous menons comme mouvement, c'est en adéquation avec ce qui se passe dans la mère patrie. Et lorsque nous visitons les ambassades, c'est parce que les aspirations profondes même de notre peuple là-bas a voulu une réponse adéquate. Et en partant de ceux aussi qui sont ici, qui sont branchés dans cette réalité que nous vivons là-bas, vers une réponse dans ce sens, et c'est de la manière que nous sommes en train d'agir. Cette génération doit être capable de pousser loin, quand je dis de pousser loin, de concrétiser ce qu'a été la volonté suprême de nos pays. Cette volonté était de voir l'Afrique véritablement libre, de voir l'Afrique comme une patrie, et non comme un assemblage de pays hérités de la colonisation, parce que les pays hérités de la colonisation donnent la naissance du néocolonialisme. Parce que le Congo en soi, la République démocratique du Congo, avec ses 2 300 000 ou 2 400 000 km², est l'expression réelle de ce que le fruit de la colonisation du néocolonialisme. De la colonisation, pourquoi? Parce que ça, c'est un territoire découpé lors de la conférence de Berlin. D'ailleurs, certains territoires du Congo, comme l'Équateur et autres, ont été intégrés successivement. Au fil du temps. C'est-à-dire que c'était un territoire découpé. Et deuxièmement, néocolonial parce que vous êtes en train de diriger une entreprise appartenant à la Belgique. Vous êtes sans ignorer qu'à chaque fois que le Congo a un problème conséquent, c'est la communauté internationale qui doit intervenir. C'est la communauté internationale qui nous a conduits vers le schéma de la transition. C'est la communauté internationale qui doit financer pour les élections. C'est la communauté internationale qui doit se prononcer qui a gagné et qui n'a pas gagné. Et cette communauté internationale a pour porte-parole la Belgique. Okay? L'ancienne puissance coloniale. Il faut couper ces cordons ombilicaux. Il faut couper ces cordons ombilicaux. Alors, pour finir, je vais faire un parallèle un peu entre les pères de l'indépendance et ceux qui ont suivi juste après, et pour arriver jusqu'à nous et, si possible, envisager un peu l'avenir. Parce que les pères de l'indépendance, on les connaît. Ceux qui ont suivi, on sait ce qu'ils ont fait. Mais où est-ce que vous placez tous ces personnages qui ont intervenu après dans cette même dynamique de la lutte de Nelson Mandela, les Steve Biko, les Malcolm X, les Marcus Garvey, vous le placez où par rapport aux pères de l'indépendance jusqu'à nous? Le cas de Nelson Mandela, je pense que Nelson Mandela doit être lui-même placé comme père de l'indépendance.
Parce que c'est Nelson Mandela qui a conduit l'Afrique du Sud dans son indépendance, je répète. L'Afrique du Sud n'a jamais été indépendante parce que l'Afrique du Sud est un pays appartenant aux Noirs. D'ailleurs, comme ça choquait la plupart des gens lorsque nous appelons à ce que notre mère patrie l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest et redevienne noire, c'est-à-dire la vitrine politique, économique, culturelle et intellectuelle de ces États doit être les reflets de notre peuple. Nelson Mandela, lui, est le père de l'indépendance. Ça, vous saviez que, par exemple, le Zimbabwe est devenu indépendant vers les années 80, l'Angola vers les années 75, l'Afrique du Sud vers les années 90-94, parce qu'il a fallu mettre fin à cette politique d'oppression et à cette politique de domination venue d'outre aussi. En ce qui concerne les Steve Biko, vous voyez qu'ils font partie de cette lutte-là de jeunes qui ont accompagné le père des indépendances. Donc, il se fait qu'ils doivent rentrer dans ces cadres-là. Mais si on doit aller dans une réalité, par exemple, comme des Thomas Sankara qui sont venus après les indépendances, ce sont, si j'ose dire, des personnes aujourd'hui qui nous ont précédés, qui sont notre référence d'ici là, notre référence le plus proche. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui sont venues au moment où Mobutu cherchait à dévier ces pays. Tous ceux qui se sont levés pour essayer, non pas seulement de s'opposer à Mobutu, mais de pouvoir détruire la manière coloniale et néocoloniale qui était en train d'être construite. Et non ces visions-là qui ont consisté après vers les années 90-92, qui a soufflé dans toute l'Afrique. Je parle là des conférences nationales souveraines, qui n'étaient qu'un moyen de pouvoir faire participer tout le monde. Aujourd'hui, on faisait pression pour que Morgan Tsvangirai devienne Premier ministre, on faisait pression pour que Intel Wix devienne Premier ministre, c'est-à-dire l'opposition ne consistait qu'à partager le pouvoir avec celui qui était aux affaires, et non à déconstruire véritablement ces schémas ou cette machination mise en place par les nations occidentales qui ont voulu de manière assez pernicieuse et subtile de revenir par la colonisation, mais en mettant les fils du pays au sommet du pouvoir. Ce qui fait que aujourd'hui nous avions quasiment chaviré jusqu'à perdre notre propre analyse et notre propre vision de ce qu'est la structure politique. Nous faisons quasiment le copier-coller de ce qu'est l'Occident, parce que la plupart des pays africains, tous les pays africains, je n'ai excepté personne, tous les pays africains actuels, leurs partis d'opposition sont des partis affiliés aujourd'hui à les mouvements européens, les sociodémocrates de la Suède ou de Norvège, le républicain, soit aujourd'hui ça sera la France et les États-Unis d'Amérique, les démocrates États-Unis et ici, la plupart d'ailleurs des dirigeants politiques au Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Togo, lorsqu'il y a de grands rassemblements de tous ces grands partis ou de ces partis politiques européens, ils y sont présents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité analytique de notre part qui pourrait donner des structures politiques capables de faire face à notre environnement social et politique et économique. C'est-à-dire cette forme de télescopage politique où l'on déporte de réalité politique de là-bas pour venir greffer chez nous, notre génération, nous le disons, nous mettons fin à cette démarche et à cette approche. Nous sommes en train de donner une dynamique, une façon de faire. Je pense que ceux qui auront même l'occasion d'avoir entre leurs mains ce que nous appelons le tambour de la révolution africaine achevée, le tambour de notre peuple, comprendront en fait la boussole et la ligne que nous avions tracée dans ces documents, qui va d'une manière générale maintenant matérialiser la rupture véritable entre toutes ces générations passées qui, à un moment donné, pensaient que le développement de l'Afrique devait passer par les mères patries des anciennes puissances coloniales et que le développement de l'Afrique devait être un schéma calqué sur les réalités occidentales. Nous allons changer cette bonne et cette logique de faire. En écoutant un peu votre discours, vous considérez que, en grande partie, ceux qui sont au pouvoir et les oppositions qui aujourd'hui sont en Afrique d'une manière générale sont entre guillemets des vendus. Alors à qui on pourra faire confiance même pour avoir ne fût-ce qu'une arrière-base par rapport à ces combats que UDC en particulier est en train de mener et d'autres mouvements aussi? La conscience humaine est incorruptible. C'est d'abord une question de conscience politique qui doit émerger en nous et de changer la boussole des références. Parce que la plupart des partis d'opposition en Afrique ont comme boussole des références ce que je vous citais par rapport à l'Occident. Il s'est fait que quand ils seront au pouvoir, je vous donne l'exemple d'Alpha Condé. Alpha Condé est au pouvoir. Il a été l'un des plus virulents, critiquant même en Guinée. Il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a changé? Il peut y avoir des influences de part et d'autre. Il y a certains qui ne sont pas réellement des opposants au vrai sens du terme, comme je l'ai défini, mais qui sont des consciencieux et de ceux qui ont une autre boussole des directions des affaires. Et cela, remarquez à chaque fois qu'ils viennent, même avant qu'ils ne viennent aux affaires, ils sont acharnement combattus. Je dis bien acharnement combattus.
jusqu'à ce qu'ils arrivent aux affaires. Je disais que la conscience est incorruptible et qu'il nous faudra changer la boussole des références. Lorsqu'on aura changé la boussole des références, tout le monde saura à qui faire confiance et comment procéder pour permettre à notre chère et mère patrie d'Afrique de sortir du joug de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident, de sortir de la domination économico-politique et militaire imposée par l'Occident et aujourd'hui certains pays de l'Union, de sortir de ces processus d'animation où nous allons changer complètement le programme de l'éducation, nous allons changer le contenu de notre éducation et le cycle de cursus scolaire et universitaire de nos enfants pour permettre à ce que l'Afrique soit aujourd'hui une nation ou un État, au vrai sens du terme, est capable de jouer un rôle sur l'échiquier de la politique internationale. Nous nous inscrivons dans cette dynamique parce que du moment où, vous le savez, l'avion du président Barthélemy Buganda, son avion n'a jamais atterri. Le président Barthélemy Buganda qui préconisait d'ailleurs, en partant de peu, mais la disparition de cette influence coloniale, c'est-à-dire la disparition de la République du Tchad, de la République du Congo-Brazzaville, du Gabon, pour la création d'un seul État dans cet espace et de la République centrafricaine, capable de jouer un rôle sur l'échiquier de la politique internationale, son avion n'a jamais atterri. Il a été bousillé là. La responsabilité, nous l'incombons toujours à ces mêmes-là qui ont entre leurs mains l'assassinat de Patrice Lumumba, l'assassinat de Sylvanus Olympio et tant d'autres, l'assassinat de Modibo Keïta et tant d'autres. Donc, nous nous inscrivons dans ces schémas, comme je disais, qu'il y a certains qui se sont levés entre les deux, entre nos pères des indépendances et au moment où, avant que nous arrivons, ce sont nos références les plus proches. Mais que la conscience ne trahit pas et que nous changeons la boussole des références pour être indépendamment dans la réflexion. Nous poser de bonnes questions et réfléchir sur des solutions adéquates à opposer aux problèmes auxquels notre mère patrie d'Afrique est confrontée. La colonisation et le néocolonialisme, le même combat, même risque, même sort. Alors que nous l'avons bien vu que les pères de l'indépendance ont subi ces sorts-là. C'est vrai que dans le cadre de l'UDC, ce vocabulaire-là n'existait pas, on n'a pas peur. Mais de l'autre côté de l'oppresseur, de l'autre côté du colon, de l'autre côté du néocolonialiste, il y a quand même toujours ces sentiments-là parce que les présidents que vous venez de citer, ceux-là qui ont vu leur avion ne pas atterrir, ils utilisent les mêmes méthodes depuis le temps et ça a toujours marché. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent à utiliser les mêmes méthodes et ça marche? Qu'est-ce qu'il faut changer en nous pour enfin réellement faire affront à tout cela? Je ne pense pas que leurs méthodes ont toujours marché. Vous oubliez que tous les attentats et tout a été essayé sur la personne du président Sékou Touré et qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre. Il a échappé à belle lurette à plusieurs attentats. Je ne pense pas qu'ils ont réussi leur méthode avec Winnie ou Nelson Mandela. Ils ont réussi peut-être à porter un coup au couple, mais ils n'ont pas réussi évidemment ce qu'ils ont voulu. Je ne pense pas qu'à chaque fois qu'ils utilisent leur méthode, ils arrivent à leur fin. Et il faut déjà mettre ça dans la tête, que ce n'est pas à chaque fois qu'ils vont utiliser ces méthodes qu'ils y arriveront. Ce que nous avons à changer, c'est pourquoi nous parlons toujours de cette unité, une unité mentale, une unité culturelle dont le professeur Tchekatadop a su démontrer dans ses travaux. Une unité où l'Afrique, où le peuple africain, c'est là où nous parlons du nationalisme africain dans l'UDC, comme c'est une intelligence capable de s'opposer à toute forme de domination. Une unité aujourd'hui qui démontre que notre mère patrie l'Afrique, le peuple africain, nous aujourd'hui, peuple africain, nous devons avoir le sentiment d'appartenir à une même communauté, de former un seul peuple et de défendre les mêmes intérêts. C'est ça qui sera la clé de voûte de la victoire phénoménale que nous allons remporter dans ces nouveaux siècles que nous rentrons du XXIe siècle, où je demeure convaincu que dans la dynamique qui est notre, si nous nous sommes engagés dans cette lutte au sein de l'UDC, parce que nous sommes résolument convaincus que nous en sortirons victorieux. Je me sens fort encouragé, en tout cas très édifié par son discours, ses propos, son engagement. Je souhaiterais vraiment que ces genres de discours, ces genres de débats se multiplient, s'amplifient, et pour que beaucoup le sachent et beaucoup s'engagent aussi, surtout. Aussi bien la diaspora que sur le continent, sur la mère patrie, comme il aime bien le dire, et je fais ces propos aussi miens. Bon, je suis d'accord avec beaucoup d'aspects d'analyse, mais j'ai quand même une question. Hein. Bon, on a surtout tourné dans nos rapports avec le nord de la Méditerranée, mais au sud de la Méditerranée, il y a aussi quelques considérations à voir. J'aimerais savoir ce que l'UDC pense de la problématique des rapports qu'on a avec
nos frères d'adoption, qui sont devenus nos frères de peau blanche, de culture arabo-musulmane. Parce que c'est vrai, les rapports difficiles qu'on a avec l'Occident sont vraiment très clairs. Il n'y a pas photo là-dessus. Il n'en reste pas moins que nos rapports avec nos frères arabo-musulmans ne restent pas moins problématiques. Je ne sais pas s'il y a des études, des analyses qui ont été élaborées là-dessus et comment imaginer les vivre ensemble en bonne intelligence avec ses frères et sœurs et qui nous regardent avec beaucoup de connaissances du pied de leur piédestal, avec beaucoup de mépris et beaucoup de discrimination, beaucoup de choses en ce moment qui ne m'édifient pas beaucoup. Quand je vois comment on traite les Noirs en Libye, au Maroc, en Algérie, etc., et dire qu'on est tous africains, et quand on est en Occident, ils nous appellent des Africains, sous-entendu qu'on est des Noirs, donc on vient pas du même... Bon, on n'est pas frères en Afrique, et quand ils sont côté des Blancs, donc on est des Noirs, on est des Nègres, et ils sont des Blancs. Et sur place au pays, on ne voit pas vraiment cette fraternité. Alors je me pose des questions, quand on sera une grande nation, une même nation, les États-Unis d'Afrique, comment vivre avec ces frères-là? Et avant cela, et comment leur faire entendre que s'ils ont choisi la terre comme leur patrie, il n'y a pas de problème. Mais alors, qu'ils acceptent aussi qu'on est frères et on est sœurs. Voilà un peu quelques objections que j'avais par rapport à ça. Oui, merci mon frère. J'ai saisi la nuance de la question, mais il faudrait d'abord que je puisse apporter un éclaircissement sur cette question, parce que c'est une question qui va tellement brûler le torchon et qu'il faut que l'on soit clair. Et en ma qualité de porte-parole de MIDC, donc je donne la vision officielle et la position officielle de notre mouvement. Notre mère patrie, l'Afrique, a toujours été, au-delà d'une structure étatique, une terre d'accueil. Vous vous rappelez qu'autrefois, nous avions accueilli ceux qui sont devenus aujourd'hui des Africans, qui sont aujourd'hui des fils du pays, en Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe et tous ces contrées-là. Cette même logique est la même logique que nous allons faire comprendre à nos frères de l'Afrique du Nord. Déjà d'emblée, ça c'est une vérité historique que personne ne peut détruire, qui a été démontrée scientifiquement et réellement dans l'histoire de la présence de nôtres, que cette partie de la terre du nord de l'Afrique est une terre appartenant aux Noirs qui y vivaient, dont la présence même remonte antérieurement à toutes les données historiques connues jusque-là. Parce qu'un Sénégalais n'a pas besoin de prouver ça fait combien d'années ou de millénaires qu'il est là, parce que la terre l'appartient. Comme un Sud-Africain, un Zoulou ou Zoxa, un Congolais n'a pas besoin de dire aux gens, ça fait 1000 ans comme on voit aujourd'hui, ça fait 10 000 ans que les Berbères sont là. Nous n'avons pas besoin de justification, parce que nous sommes chez nous. Ça, c'est une vérité d'abord, indestructible. De deux, l'UDC combat toute forme de domination d'où qu'elle vienne. Et qu'elle soit maquillée par X ou Y, c'est une domination qui sera combattue. Si nos frères qui y vivent, et qui, déjà par rapport à ce que nous sommes en train de dénoncer, se sont octroyés le droit de pouvoir conquérir les terres d'autres peuples et de pouvoir chasser, bouleverser la vie, clochardiser la plupart des tribus qui y vivent, mes pensées vont à toutes ces tribus qui sont vers le nord ou le sud du Maroc, même vers le nord, qui ont été repoussés petit à petit. Mes pensées vont à tout ce peuple aujourd'hui qui sont en train de fuir le Soudan. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés à la séparation de fait du Soudan en deux États, arabo-musulmans et un Soudan noir africain. Nous avons de l'autre côté la Mauritanie où le peuple est en train, nous sommes en train de dire et d'appeler notre peuple à la reconquête territoriale. Ceci signifie quoi? Que toutes les tribus qui sont en train de fuir leur terre suite à une domination arabo-berbère doivent récupérer leur terre et doivent faire en sorte de ne plus y partir, parce qu'il nous faut, et nous sommes en train de travailler dessus pour organiser une véritable opposition face à cette politique d'expropriation des terres et de domination. Jusqu'à preuve du contraire, la terre africaine reste le capital économique numéro 1 de notre peuple et nous ne pouvons nous permettre de perdre cette richesse. Si nos frères n'ont pas compris la notion de pouvoir respecter l'autre, nous disons que le socle fondamental de notre coopération avec qui que ce soit et avec quiconque sera le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Toute personne, tout groupe, toute nation qui essaiera d'aller à l'encontre de ces socles de coopération, pour nous dans l'UDC, il est considéré comme étant quelqu'un qui est en train de propager l'idéologie de la colonisation et de la domination.
Et notre travail sera celui de la conscientisation de notre peuple, la sensibilisation de notre peuple sur ces enjeux. Et ensuite viendra l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la mobilisation de tous les Noirs et de tous nos frères de la planète. Ensuite viendra l'utilisation de notre force pour contrecarrer cette politique de domination que nous combattons dans toutes les formes et dans la mesure de nos moyens, de nos capacités. Et nous continuerons à conscientiser, à éveiller nos frères sur ces questions pour qu'ils prennent position contre cette politique de domination. Et si c'est là arrivé que ceux-là comprenez le socle du respect, la considération de l'identité de tout un chacun, ils sont nos frères et nous vivons en paix et dans la sécurité la plus absolue. Je crois que le néocolonialisme, et même l'idée de la colonisation, pour en sortir, ça, on doit avoir un déclic dans notre façon de voir, dans notre façon de faire des choses. Et eux, ils ont compris. Leur groupe, ils ont compris. Et l'exposé par rapport à ce qui s'est passé à Haïti, par rapport à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, notamment au Congo, au Zaïre à l'époque, au Congo maintenant. Et je crois que ce que nous manquons, c'est ce déclic-là. Pourquoi je le dis? On a eu des pères de la révolution. Quand je parle de la révolution, je ne parle pas de la révolution en physique, je parle d'une certaine révolution mentale. Kwame Nkrumah, c'était le père d'une révolution mentale. Il y a eu des gens qui ont voulu faire ça. Mais malheureusement, je trouve que nos pères à nous et les gens qui sont un tout petit peu d'une génération avant nous n'ont pas saisi cette opportunité, n'ont pas saisi la philosophie de Lumumba, n'ont pas saisi la philosophie de Kwame Nkrumah, n'ont pas saisi même la philosophie, parce que je me dis, Kadhafi, Muammar Kadhafi avait cette pensée quand il a voulu créer le panafricanisme. Mais je me dis, tout ça vient dans le déclic mental. Pourquoi je le dis? Parce que si au moins cette philosophie a été saisie par une certaine génération, merci, gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens pareils, avec des groupes pareils, ils le saisissent en ce moment. Si au moins, et les gens qui sont dans le gouvernement actuel, nos aînés qui sont dans le gouvernement actuel, il n'y a pas seulement nos aînés qui sont dans le gouvernement actuel, il y a aussi certaines de notre génération qui font partie de ce gouvernement au Congo. Si au moins on avait saisi, on avait ces déclics pour dire on doit se distancer de cette philosophie, de cette idéologie de néocolonialisme, je crois que l'Afrique tout entière sera dégagée. Pourquoi? Parce que il y a un moteur de processus en ce moment, et ce n'est pas une information, peut-être ça peut être une information, mais il y a un moteur de processus qui se fait aux États-Unis en ce moment, parce que ils ont compris que les générations qui viendront ne seront pas dupes. Ces générations ne seront pas manipulées facilement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient maintenant de faire un pont, soi-disant, de ramener la nouvelle élite, la nouvelle génération, venir aux États-Unis, étudier, comprendre le truc, la culture, comprendre la globalisation, faire partie de la globalisation pour enfin le renvoyer en Afrique, continuer l'œuvre du néocolonialisme. Ça, c'est aussi quelque chose à combattre. Et ma question, et un constat, peut-être ma question à notre invité, je comprends l'enthousiasme et j'en fais partie parce que je ne voudrais pas pour des années, rester des années au service de cette philosophie de l'homme blanc, s'il faut le dire, il faut appeler le chat par son nom. Pour s'en sortir, il faut avoir de partenaires. Quand je parle de partenaires, je ne parle pas de partenaires financiers. Je parle de partenaires en morale, en conseil, bon. Est-ce que vous avez de partenaires africains que vous travaillez avec, pas seulement au Congo, que ce soit en Afrique, en Guinée, Sao Tomé Principe, en Cameroun? Et ne pensez-vous pas qu'il faudra aussi associer certains partenaires européens, même américains, parce que ce n'est pas toute l'Europe et ce n'est pas toute l'Amérique qui approuve ce système néocolonialisme.
Oui, merci. J'ai compris la nuance, encore une fois. Je pense que tout à l'heure, j'essayais un peu de donner c'est que notre socle de coopération. Ce socle de coopération, nous l'utilisons aujourd'hui. Nous parlons de l'UDC, il n'y a pas simplement d'abord la vocation de le mettre sur l'échiquier de la mère patrie, mais d'abord nous aussi à l'intérieur. C'est-à-dire du moment où il y a le respect et la considération de l'identité de tout un chacun, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en partenariat déjà. Il y a eu certains mouvements, j'ai cité avec la plupart, beaucoup de plateformes, et dans ces plateformes-là, il y a, si j'ose vous dire, de multiples nationalités venues de bord et de bord. Mais il y a une dimension pour nous. Là, nous sommes dans une phase vraiment de formation pour former parmi nous ceux qui seront amenés demain à assumer certaines responsabilités parce que nous refusons qu'au moment où nous sommes en marche pour aller vers la conquête de cette dignité perdue qui continue encore une fois d'apprendre. Au moment où nous sommes en train de travailler pour détruire systématiquement cette vision coloniale et néocoloniale, ils peuvent travailler et apprendre. Mais quand nous commencerons la marche effective dans la ligne droite, je pense qu'ils doivent être prêts parce qu'à chaque pas que l'on fera, à chaque avancée que l'on fera, ils doivent être prêts à assumer chaque responsabilité jusqu'à l'arrivée au sommet. Donc, ceci étant, que le partenariat pour nous n'est pas une porte fermée, mais ce n'est pas non plus une politique de priorité chez nous, mais nous essayerons dans la mesure du possible de pouvoir, comme je le disais, nous sommes en train de privilégier d'abord deux aspects, ceux de mouvements qui sont dans la même visée ou dans la même pensée que nous, mais aussi parmi des étudiants qui, dans différentes universités, qui pensent que cette idée doit être combattue. Il n'y a pas fort longtemps, nous étions en train de travailler au quartier général avec certains mouvements de femmes indiennes qui, eux, avec l'expérience du Mahatma Gandhi, ont réussi même après à développer certaines techniques d'enseignement et d'éducation susceptibles aujourd'hui de faire face à ce que la destruction fondamentale même de couple, mais qui est aujourd'hui le fruit et l'émanation d'une politique néocoloniale, coloniale et impériale qui vise à ce genre de choses pour essayer toujours d'isoler et de pouvoir hypothéquer l'avenir de nos enfants. Donc, nous sommes ouverts sur ces terrains et petit à petit, au fil du temps, au fur et à mesure, il faut aussi de notre part faire une forme de crédibilité. Je pense que la plupart des partenaires viendront dans la mesure de crédibilité, mais ce que nous n'acceptons pas, comme nous l'avions fermé la porte à certains aux officiels qui sont passés par certaines personnes, je disais certains officiels du Parti républicain démocrate américain qui sont passés par certaines personnes pour des propositions insultantes que nous considérons et nous qualifions d'insultantes. Ce que nous n'acceptons pas, que l'on vienne nous contacter ou que l'on vienne prendre contact avec nous pour nous suggérer de porter des idées et des philosophies préconçues qui pour nous est une insulte véritable. Mais ceux qui viendront dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun et qui voudront travailler avec nous pour faire barrière ensemble contre toute forme de domination, contre le néocolonialisme, contre la colonisation, l'impérialisme, et dans toutes leurs formes et dans toutes les ramifications possibles, seront les bienvenus tout au long de notre marche. Quand vous parlez, vous dites que ceux qui veulent travailler avec nous, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous aussi vous êtes prêts à travailler avec les autres? Deuxième question, je voulais poser, donc je voulais voir si la démarche, la question est claire, est-ce que si vous êtes là, les autres doivent venir travailler avec vous, ou vous aussi, vous êtes ouvert d'aller vers les autres? C'est les partenariats réciproques, vous pouvez intégrer, les autres peuvent intégrer. Deuxième question, en vous entendre parler, c'est génial, mais il faut savoir que la réalisation souvent est difficile. Pourquoi je dis cela? Je vois souvent vous relever ce que nous relevons, vous les relevez en mieux, les défauts, les erreurs, les mésaventures les occidentaux. Moi, je voudrais vous voir en vous. Quelles sont les erreurs de nous, Africains, que nous avions fait, que nous pourrons changer? Parce que moi, je pense, comme je dis, tout ça, donc, moi, je pense qu'il faut faire un effort, pourquoi je dis cela? Parce que les gens qui nous ont ils ont développé une stratégie à Okosaka. Donc, ils ont peut-être une longueur d'avance. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons ici, nous sommes en France. Certaines ont des passeports français consorts, mais nous dénonçons ce que nous dénonçons. Nous disons, certains, je dis bien, les passeports français, les passeports suisses, allemands leur a permis d'avoir ces statuts pour permettre de dire ces choses-là.
Et aussitôt on retire ces passeports, ça peut être, hein, ça peut affaiblir. Voyez-vous pas que votre discours, c'est bien beau dans la façon de le dire, mais quand il faut le faire, ça ne nécessite pas d'aménager certaines choses pour devenir fort. Il faut un effort, on peut revendiquer à haute voix. Parce que moi j'ai mon impression, vous revendiquez, c'est tout ce que vous dites est parfait. Mais je peur que, n'ayant pas encore été devenu fort, ça risque de nuire à l'avenir. Pensez-vous pas que vous devez aménager certains ou certaines personnes pour devenir fort? Il faut un effort. On peut, c'est-à-dire faire des revendications progressives. Parce que j'ai l'impression que vous revendiquez tout. Et quand on revendique tout, on risque de se perdre l'objectif. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. En partant de la deuxième question, ceux qui nous trompent, s'ils ont une longueur d'avance, les erreurs, ça adjoint directement toute le face de la question. Les erreurs que nous avions commises, nous avons l'habitude de recourir à une sagesse africaine qui dit: les tireurs de vin de palme qui tombent à midi donnent l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Nous avions pris soin d'examiner de près les erreurs qui ont été nôtres. Les erreurs parfois de certains qui je vous parle ici, mais qui, quand on est dans le laboratoire, nous avions une autre façon de parler de Patrice Lumumba, nous avons une autre façon de parler de Kwame Nkrumah, nous avons une autre façon de parler de Sékou Touré. Nous savons qu'à ce moment-là, ce qu'il a fait, qu'est-ce que nous on peut faire en ce moment-là pour éviter ça? Qu'est-ce que nous on peut faire en ce moment? C'est-à-dire, cette sagesse-là nous permet tout le temps de pouvoir voir l'erreur de l'autre doit nous servir à nous. Donc ce sont pour nous des tsongi, des tireurs de vin de palme qui sont tombés, parce que certains, ceux qui ont été assassinés, sont tombés dans ce sens, et nous travaillons énormément pour ne pas tomber sur ces schémas ou sur ces points. En ce qui concerne la première question, lorsque j'ai dit ceux qui seront prêts à travailler avec nous, je répondais à une question par rapport au partenariat. Si la question m'a été posée, si on ne peut pas associer d'autres personnes, c'est-à-dire je parlais par rapport au partenariat, mais il s'est fait que avant de cela, j'ai pu énumérer l'ensemble de partenariats dans lesquels même l'UDC a fait partie. Lorsque j'ai parlé de la plateforme panafricaine mutualisation de forces, c'était une plateforme mise en place par certains camarades panafricains, dont la plupart sont du Togo, du Bénin et du Burkina Faso. Nous sommes allés vers eux. Il y a l'Afrique s'est mobilisée pour sa souveraineté, qui a été une idée qui a été d'abord mise en place par le RCK, et avec d'autres, nous sommes allés, nous avions été appelés, nous sommes allés, c'est-à-dire c'est nous qui nous sommes déplacés pour aller, et nous avions commencé à travailler ensemble, comme je disais, la marche qui a été faite récemment, et à la plupart des manifestations qui en découlent, c'est-à-dire qu'il y a eu une possibilité de nous, lorsque nous sommes contactés, de pouvoir répondre, mais aussi d'aller chercher nous aussi, des partenaires, des gens que nous avions jugés capables ou susceptibles de partager la vision qui est nôtre, ou de rassembler nos forces pour aller dans ce sens. Quant à vos impressions, bon, heureusement que vous avez dit que ce sont des impressions, mais bon, je dirais s'il faut nuancer dessus, là en cet instant même, la définition de la force, ce n'est que nous dans l'UDC qui pouvons définir quelle est notre force. Si quelqu'un voit de l'extérieur ou définit la force d'un mouvement par rapport au schéma classique que doit avoir la force d'un mouvement, il tapera faux, parce que nous avions changé même de ce que peut être la conception ou la notion de la force, pour ne pas que cette force-là soit détruite par ceux qui ont l'habitude de détruire des forces. Parce qu'on peut bien la construire, mais ça peut être détruite. Donc là, c'est le premier fait. En divers, c'est que nous subissons bien entendu de pression depuis la marche du 8 mai. Le gouvernement français a répliqué fortement, où, bien entendu, nous n'avons pas de passeport français et tout, mais bon, par rapport à nos titres de séjour, tout a été bloqué, ils ont tout bloqué, mais cela ne nous a pas ralenti pour continuer à appeler le 31 octobre que nous allons toucher le deuxième pilier après l'armée française, c'est le pilier financier du franc CFA. Donc, en s'engageant dans cette lutte, je le disais, nous étions résolument convaincus que nous sortirons victorieux. Mais nous savons, en le comparant avec un ring de boxe, que nous allons subir parfois des coups fatals. Nous allons parfois perdre nos dents. Mais nous ferons tout ce qui sera à notre pouvoir et dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, pour
donner à notre peuple et à notre chère mère patrie d'Afrique cette dignité perdue. Et ça, en ce qui me concerne personnellement, parce que je suis là sur le plateau, ceux qui m'ont approché savent que j'ai consacré l'entièreté de ma vie, je dirais aujourd'hui, depuis mon âge de 8 à 10 ans, dans une lutte et chercher d'ici et là pour trouver ma position. Et aujourd'hui, dans l'UDC et dans les jours à venir, je puis rassurer à notre peuple que ça, c'est la consécration et la raison de mon existence ici dans les jours qui me restent sur terre. Nous mènerons cette lutte au matin, à midi, au soir, au crépuscule, jusqu'à ce que la dignité fondamentale de notre peuple sera retrouvée. Et comme le soleil qui s'élève chaque jour, nous nous lèverons tous les jours avec ce courage que nous avons mis dans l'UDC pour combattre acharnement toute notion de la domination, toute notion de la colonisation et de l'impérialisme, parce que cela touche fondamentalement à notre existence et à notre sens profond de la dignité en tant qu'être humain. Donc, je dirais que l'UDC, c'est toute personne éprise de paix et de justice, toute personne qui veut ou qui s'oppose déjà à toute forme de domination, qui a décelé toutes les ficelles du néocolonialisme et de la colonisation et qui veut combattre ces virus, mais toute personne qui est animée aussi de cette volonté de voir l'Afrique, de voir notre mère patrie, l'Afrique libérée du joug de l'esclavage, de la domination, du colonialisme, de la servitude, et que notre peuple puisse accéder définitivement à sa liberté de penser, à sa liberté de réfléchir, à sa liberté en tant que peuple, que nos solutions ne soient toujours pas remises en question, que nos choix ne soient toujours pas remis en question, comme Laurent Gbagbo qui a été déporté, comme Patrice Lumumba qui a été assassiné, comme Thomas Sankara qui a été assassiné, comme Sylvanus Olympio qui a été assassiné, comme Nelson Mandela qui a été privé de 27 années de sa vie, comme Winnie Mandela qui a été sali et banni même de ce qu'a été la première ligne de notre lutte. Donc, toutes ces personnes-là qui sont animées de cette volonté sont les bienvenues dans l'UDC. Et nous recrutons là où vous êtes, partout où vous êtes, parce qu'en ce moment, il y a de nos frères qui sont à Kinshasa, que je salue. Il y a de ceux qui sont au Sénégal, à Dakar précisément, que je salue. Il y a de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a de ceux qui sont en Turquie. Il y a de ceux qui sont en Allemagne. Il y a de ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Il y a de ceux qui sont en Guinée. Il y a de ceux qui, même pour une première, qui sont au Canada, qui de part et d'autre nous appellent et continuent à soutenir. Et la dernière adhésion qu'on a eue, c'est d'un frère qui est en Australie. Donc, il s'est fait que l'UDC nous recrutons partout parce que cette dynamique-là, ce dynamisme de la libération de notre peuple doit s'étendre partout où se trouve notre peuple. Et nous devons combattre à ce que tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice pour que nous puissions construire cette maison de la liberté. Moi, je voulais juste savoir, les frères, quand il dit notre peuple, je voulais savoir, il définit notre peuple par rapport à quoi? Par rapport à la couleur de la peau, par rapport à l'appartenance dans une nation ou un pays, par rapport à quoi? Quand il dit notre peuple. Lorsque je parle de notre peuple, je parle d'abord de notre peuple originaire de la mère patrie africaine, ceux qui ont le cordon ombilical attaché à l'Afrique. Ceux qui, leurs ancêtres les plus lointains, ont été nourris par l'Afrique. Il y a parmi ce peuple-là ceux aujourd'hui qui sont restés sur l'espace territorial de ce qui est considéré aujourd'hui l'Afrique. Et il y a de ceux qui ont été injustement déportés vers les Amériques, injustement déportés vers les Antilles et le Caraïbe. Ça, c'est une faute historique. Donc, nous ne pouvons accepter que ce peuple soit retranché de l'Afrique par la simple volonté de certains négriers qui ont voulu faire de bêtes leçons pour avancer une notion économique. La raison pour laquelle nous parlons même de l'unité, c'est pour consolider l'unité entre notre peuple aujourd'hui resté dans la mère patrie africaine et de ceux qui sont considérés comme étant ceux de la diaspora. Donc voilà ce que nous regroupons de manière générale dans notre peuple. Je ne trouve aucun scandale par rapport à ça. Je suis d'accord avec les frères. D'ailleurs, l'entité c'est quoi? En quoi est-ce que les Australiens, les Néo-Zélandais, les Américains du Nord, USA, Canada et tous ceux de l'Occident s'appellent tous occidentales? Est-ce que la Néo-Zélande, c'est dans l'Occident par rapport à quel méridien? Les anglo-saxons qui sont partis aux États-Unis, au Canada, s'appellent occidentaux par rapport à quel méridien? Autant c'est
De l'Europe occidentale, on peut dire ils sont occidentaux par rapport aux Méridiens de Greenwich. Mais les Américains du Nord sont-ils occidentaux? Civilisation occidentale par rapport à quoi? Tout simplement une question de race. Alors, qu'on ne vienne pas nous fustiger, nous culpabiliser dans nous sommes de considérer. Non, enfin, non, tu l'as pas dit, hein, c'est pas toi, mais parce que j'entends ça souvent dire que nous, les Noirs, on a des réflexes, des replis sur soi, des racismes, etc., etc. Alors que nous, c'est par réaction parce que on nous a rejetés, on nous a chosifiés, on nous a opprimés, mais on se défend, on se relève sans chercher, sans avoir des regains revanchards contre qui que ce soit. Il ne faut pas qu'on vienne avec des argumentations fallacieuses pour empêcher l'émancipation du peuple noir. On nous a traités des noirs, nous l'assumons, nous reprenons à notre compte comme la négritude, mais on a besoin de nous identifier, on a des origines. Bon, on peut évoluer comme les autres évoluent. Si les autres peuvent s'appeler occidentaux en étant ailleurs, et nous pouvons nous sentir aussi fraternels avec nos frères haïtiens, nos frères de Guadeloupe, nos frères ainsi de suite. C'est pas nous qui avons choisi cette discrimination, on nous l'impose et nous l'assumons. Bon, je voulais dire ceci, hein, parce que je pense que tu as parlé des choses beaucoup plus complexes, pour ne pas dire beaucoup plus importantes. Dans les idées en général, la jeunesse africaine se retrouve. Et c'est un rêve que tout jeune, tout Africain peut se retrouver ensemble. Mais vous oubliez une chose, c'est un grand travail. Tu as parlé avant, tu as parlé de tous les monuments tombés. Tous ces gens qui ont été pour prendre la route, pour réaliser ce qu'aujourd'hui est la base de votre raisonnement, on finit par être tués, tombés, les autres même qui vivent sont emprisonnés. Pour des raisons que seulement les Africains ont été motivés à tourner contre son peuple. En parlant des cordons ombilicaux, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que si vous parlez seulement des cordons ombilicaux concernant les affaires que l'Afrique a envers l'Europe, vous oubliez aussi que sur le plan comportemental, l'Afrique est totalement liée à l'Europe. Et aussi sur le plan de trahison, l'Afrique est complètement liée à l'Europe. Parce que la technique qui a été utilisée pour faire tomber Lumumba est la même qu'on utilise ce jour pour le Congo. La technique qui a été utilisée également pour tuer Thomas Sankara est la même qui est utilisée aujourd'hui en Afrique. Également, la technique qui a été utilisée pour déraciner, pour assassiner même les enfants, même les bébés de la famille de Kadhafi, c'est la même technique qui est utilisée pour déraciner quiconque s'opposera, quiconque lèvera sa tête pour pouvoir se révolter ou encore pour pouvoir changer la donne, parce que c'est un message très fort qui a été lancé en faisant humilier Kadhafi jusqu'à assassiner même le plus bébé de sa famille. C'est pour dire que qui osera, on les supprimera aussi de l'Afrique. Mon frère a intervenu pour parler de partenaires. Votre idée, c'est une très de meilleure idée que j'ai entendue depuis que je suis auditeur à la radio du Cholo. Et parlant de partenaires, êtes-vous sûr, vous avez parlé de partenaires sur tous les plans, mais si vous parlez de partenaires sur le plan international, c'est les mêmes personnes qui sont à la base des crimes de l'Afrique en général. C'est contre les mêmes personnes qu'on doit se révolter, contre les mêmes personnes qu'on doit refuser leurs propositions qui profitent. Et c'est toujours les personnes qu'on attend à ce qu'ils nous soutiennent financièrement, ou encore, quand on parle de partenariat. Alors, si tu peux juste muter votre micro, Ndeko, parce que ça nous dérange un peu aussi, Dieu merci. Ou encore, quand on parle de partenariat, on est en train de viser un autre domaine, peut-être beaucoup plus matériel qu'idéologique,
Je ne sais pas, c'est à vous de me répondre à ce point-là. Et dernier point, Oyo, je voulais encore poser, c'était à propos de la technique qui a été toujours utilisée en Afrique. Je pense que les Congolais, aujourd'hui, nous sommes victimes. Également, l'Afrique a été victime dans le passé. Vous avez parlé de colonialisme, ainsi de suite. Vous oubliez que c'est toujours la même technique. L'Afrique n'a jamais été libre. Et tous ceux qui sont en Afrique qui nous a été imposés et quiconque veut déjà hausser la main pour se révolter contre cela, les résultats, on en connaît tous. Mais quelle est votre technique de pouvoir aller à l'encontre de ça lorsque le peuple qui va adhérer massivement dans votre groupe, lorsque le peuple qui va adhérer massivement à vos idées, qui vont voter oui avec vos idées, se rébelleront contre vous? Parce que c'est le plus grand problème. En Afrique, on a toujours utilisé un Africain pour se rebeller contre un Africain. On a toujours utilisé un Noir pour tuer un Noir, d'habitude. Parce que si un Noir descend en Afrique, un Blanc descend en Afrique, assassiner ou tuer, c'est une autre chose. Mais plutôt, on utilise toujours nos frères. On utilise toujours les gens avec qui on est assis sur la table, en discutant ces débats, ces sujets, ou encore en t'écoutant. C'est toujours les mêmes personnes qui seront utilisées pour vous combattre. Quelles sont vos méthodes que vous avez déjà préparées pour mettre en place pour lutter aussi contre ces violences? Merci beaucoup. Je vais dire d'abord par rapport à votre dernier point. C'est-à-dire que cette analyse, c'est comme si vous êtes en train de effacer par le revers de la main la victoire de Nelson Mandela. Je voudrais souligner un truc. Nelson Mandela était un sportif. C'était une différence fondamentale entre lui et beaucoup de pères des indépendances des années 60 et après. En étant sportif, Nelson Mandela disait, et il a pratiqué, et je l'ai étudié de près, il a pratiqué le boxe comme méthode pour vaincre l'ennemi. Nous avons vu ce que l'ennemi a fait, mais l'ennemi n'a pas été capable de le tuer, de supprimer sa vie. Le jour de son procès en 1964, le procès de Livonia, il a réussi un coup de maître en sauvant sa tête. Au lieu de prendre la peine capitale, la peine de mort, c'était la prison à perpétuité. C'était une victoire et une technique qui nous a servi. Ceux qui ont l'habitude de nous approcher, j'ai souvent l'habitude de nous dire que notre génération aura encore un autre avantage. Parce que nous avions su et nous avions maîtrisé comment jouer à la manière de Venus et de Serena Williams. Ces deux tactiques suffiront pour l'instant, pour que l'ennemi n'arrive pas. Parce que sachez qu'autrefois, l'on disait que le tennis était un sport réservé aux gens qui ont un QI d'intelligence plus élevé. Et aujourd'hui, Venus et Serena Williams sont en train de faire exploser tous les records jusqu'à ce que la Fédération américaine de tennis se pose la question comment payer leur retraite. Deuxièmement, en parlant de partenaires internationaux, il n'y a pas forcément que ces partenaires-là qui sont contre nous, qui peuvent être nos partenaires. Déjà, quand nous parlons de partenariat, je disais ici tout à l'heure que notre socle, c'est d'abord toute personne qui viendra, toute structure, tout mouvement, tous ceux qui viendront pour le partenariat, tous ceux qu'on va contacter, même si j'ose dire pour le partenariat, c'est d'abord le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. C'est même ce socle que nous allons porter au niveau de toutes les relations bilatérales, multilatérales entre les États, une fois que nous serons à ces mesures-là. C'est-à-dire déjà qu'en parlant de ça, nous ne pouvons pas, par exemple, nous mettre en partenariat avec un mouvement, une structure qui soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan idéologique, qui ne partage pas déjà cette vocation, cette définition des choses. Nous sommes bien entendu avec le représentant, par exemple, où nous nous entendrons mieux, si j'ose dire, avec des représentants, par exemple, du président Hugo Chavez ou du président Eva Morales, par sa perception des choses, par sa vision, par son analyse et par la réussite qu'il a déjà opérée pour son peuple en récupérant quasiment les 80% de ses richesses nationales, ce qui était impossible pour les nations américaines de l'Amérique latine, comme cela l'est paraît impossible aujourd'hui pour les nations africaines. Je pense qu'en matière de partenariat, il y a un socle que nous avons mis en place, le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Lorsqu'on va déplier cette phrase, aller dans la profondeur, je pense qu'il y aura tous les éléments nécessaires pour nous permettre de conclure un partenariat avec qui que ce soit. Quant à la première question, par rapport
aux assassinats multiples, je pense que c'était ça, ou c'était autre. Donc, par rapport aux assassinats multiples, par rapport à l'extermination de ceux qui a été, comme je disais, qui n'ont toujours pas réussi à chaque fois qu'ils ont voulu faire tomber certains d'entre nous. Je vous rappelle que le président Julius Nyerere a amené sa révolution jusqu'au bout. Le président Julius Nyerere a réussi sur ses plans, d'ailleurs en réussissant encore un coup de maître, en prenant deux pays qui avaient des destinées parallèlement opposées, les Zanzibar et les Tanganyika, et arriver à créer un État en Tanzanie, malgré le boycott de l'Occident, arriver jusqu'à mener ces pays-là à ses fins, c'est-à-dire à ce qu'a été son idéologie. Cet exemple aussi m'amène de vous citer le président Jomo Kenyatta. Ce n'est pas à chaque fois qu'ils ont essayé de nous atteindre qu'ils sont arrivés. Et nous veillerons dessus. Nous veillerons dessus pour que nous puissions tomber là où nos prédécesseurs seront tombés. Et je puis encore réaffirmer ce que je disais. Si nous nous sommes engagés dans cette lutte pour la libération de notre peuple et la libération effective de notre mère patrie d'Afrique, c'est parce que nous sommes résolument convaincus que nous en sortirons victorieux. Et notre peuple doit se rassurer dessus, parce que nous en sortirons réellement victorieux. Et pour conclure, j'appelle aujourd'hui... Je veux un peu te poser une petite question, parce que tu as parlé tout à l'heure de Nelson Mandela, tu as parlé des Chavez, tu as parlé... La plupart des gens que vous avez parlé, votre projet se base beaucoup plus sur l'échelle, je vais dire bien, de l'Afrique entière. Mais dans le combat de Nelson Mandela, c'était pas pour l'Afrique entière. Des Chavez non plus, c'était pas pour l'Amérique du Sud non plus, c'était juste pour son pays. Alors pour cela, je voulais me poser une question. Comme dit le proverbe éthiopien qui dit que quand on commence une route, c'est d'abord là où on est qu'on commence cette route-là. Et je voulais me demander, vous, en tant que Congolais, quelles sont les réalisations sur l'échelle nationale que vous avez déjà ou le projet que vous avez mis en place pour votre pays? Merci. Parlant déjà de ça, je disais tout à l'heure que notre mouvement s'est inscrit dans une dynamique panafricaine. À la différence d'un panafricaniste, nous sommes des panafricains. Nous avions commencé d'abord par transcender ces identités et ces nationalités héritées de la conférence de Berlin parce que notamment, nous soulignons, c'est ça le début du problème. Et comme moi je veux donner à la génération future de l'Afrique un pays émanation de notre propre réflexion, fruit de nos entrailles, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits dans ces schémas. Et ces schémas a un précédent parce que sur le plan théorique, idéologique, effectif, le président Nkrumah, comme le président Modibo Keïta, comme le président Sékou Touré, comme Patrice Lumumba, étaient tous partis sur ces faits de pouvoir arriver à la concrétisation de ces États-Unis d'Afrique qui, comme on le sait, d'autres raisons historiques et le refus de certains ont fait que nous sommes aboutis à l'organisation de l'unité africaine. Je voulais demander si l'Afrique du Sud, qu'il serait considéré comme un pays exemplaire de votre politique ou soit c'est un pays qui va appliquer votre politique? Bon, sur ce point, je disais d'abord, l'exemple de l'Afrique du Sud a été cité par la personnalité individuelle de Nelson Mandela par rapport à votre question de savoir quand on arrive à nous atteindre. Ceux qui tuent aujourd'hui dans ces pays-là, c'est les mêmes personnes qui chercheront à nous atteindre. Je pense que c'est ça la pensée, la logique de votre pensée. Donc c'est pourquoi j'ai démontré qu'à la différence de Lumumba qui est tombé, à la différence des autres, Nelson Mandela comme Sékou Touré ne sont pas tombés sur ces pièges. Donc il y a une possibilité pour nous d'en sortir victorieux et de ne pas tomber. Deuxièmement, la réalité microscopique de l'Afrique du Sud peut être pour nous une réalité qui peut être étalée sur tous les chéquiers de la mère patrie africaine. C'est-à-dire nous pouvons même prendre un seul pays comme laboratoire de travail pour étendre cela, comme nos amis de l'Amérique latine ont fait. Donc prenons un simple territoire, c'est des questions que vous me posez qui rentrent plus dans un cadre stratégique de notre travail, qui pour nous, en un mot, c'est chez nous dans la dimension panafricaine des choses. Et la réalité ou la légitimité de cela, il s'est fait que dans la quasi-majorité de nos membres, il y a une forme de proportionnelle par rapport à différentes origines des pays hérités de la colonisation, qui comme nous partagent cette même vision et qui dans la plupart de nos actions, comme vous voyez, nous sommes dans la possibilité de pouvoir agir dans toutes les ambassades possibles lorsque cela nous le demande, que de rester sur l'échiquier territorial d'un pays hérité de la colonisation. J'ai commencé en retard, excusez-moi d'abord, je voulais poser une question.
C'est-à-dire que chez nous, il y a une adresse qui dit, quand on commence à pêcher, c'est d'abord là où il y a plus de poissons qu'on part pêcher en premier. Et puis le petit poisson, je veux dire là où il y a de petits poissons, et on peut même reporter pour le jour prochain. Et concernant votre politique, concernant votre bataille, votre lutte, pouvez-vous me dire quels sont les pays qui sont sur la liste d'urgence pour l'Afrique? Nous ne réfléchissons pas schématiquement, urgemment, par rapport aux réalités que l'adversaire nous impose. Parce que si nous répondons à ces questions, nous allons agir par rapport à la méthode de l'adversaire. C'est aussi pour vous dire que quand nous réfléchissons dans notre structure, dans notre mouvement, dans notre lutte, personne d'entre nous ne réfléchit en tant que Malien, en tant que Sénégalais, en tant que Congolais, en tant que ainsi de suite. C'est-à-dire nous sommes les fils et les filles de la mère patrie africaine. Nous transcendons les limites territoriales parce que ce sont des limites établies par la volonté coloniale et perpétuée par le néocolonialisme. Vous serez tenus informés de là où nous allons commencer, mais nous commençons d'abord par la personne humaine sortie d'Afrique. Parce que pour nous, la véritable force de l'impérialisme et du colonialisme et du néocolonialisme réside dans la tête de l'Africain. Et c'est là que nous commençons. Nous commençons à l'intérieur de notre personne. Parce que lorsque nous aurons réussi cette révolution interne à travers chaque Africain et Africaine, au niveau de leur mental, lorsqu'ils vont accéder à ces niveaux de pouvoir briser l'héritage colonial qu'ils ont reçu, même l'aliénation dont ils ont été victimes, être guéris de cette lobotomisation dont nous avons été victimes, c'est en ce moment-là que les grandes questions vont se poser. Donc, nous commençons d'abord à l'intérieur des frontières humaines, à l'intérieur de la personne humaine, avant de nous étendre sur les deuxièmes frontières qui sont les frontières territoriales, parce qu'il faudrait d'abord réduire ou élargir les champs d'action et des réflexions de tous les Africains, en commençant par poser des bonnes questions, réfléchir sur l'ensemble de notre mère patrie l'Afrique, avoir un microscope de pouvoir analyser l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et ils arriveront à la même conclusion que les solutions sont pareilles. Les stratégies, vous l'avez dit, les mêmes qui sont utilisées ici pour aller assassiner, c'est les mêmes qui sont utilisées. Donc nous allons combattre ça avec une conscience collective nationale africaine capable de s'opposer à tous ces virus. Vous êtes en direct sur la www.radiolisolo.com. Tu es un leader. Je suis un leader. Je suis un leader dans ce que je fais. Analyser sans passion, sans parti pris ni émotion. Je suis l'avenir. Car l'émotion, le parti pris et la passion sont les ennemis du débat. Je suis un leader. Seule une analyse avec raison nous propulsera vers l'avenir. Nous sommes de cette génération des leaders. Une émission de la www.radiolisolo.com. Présentée par Soleil Pouloulou.